ABK Matin, l'interview. C'est OK pour vous, Fifi? Oui, c'est OK, on peut y aller. On va parler du hockey, H-O-Q-U-E-T, avec Dr Safan. Docteur Éric Hervé Sacfan et bienvenue sur ABK Matin. On choisit de parler du hockey ce matin, c'est dire l'intérêt qu'on devrait accorder on devrait l'appeler comment, une pathologie, parce que c'est un phénomène qui quelquefois peut être vécu par certaines personnes sans qu'on ne comprenne son origine, pourquoi est-ce que c'est là et comment est-ce qu'on peut y remédier. Le hockey est une pathologie, c'est une maladie, docteur Éric Hervé Sacfan. J'espère que par cette émission, nous allons mettre tout le monde OK. Oui. Mais cette fois, pour qu'il n'ait plus le hockey. Le hockey est le nom vulgaire ou alors le nom commun qu'on donne à ce dysfonctionnement du diaphragme. Mais en réalité, il y a un nom scientifique à ça que très peu n'aiment pas prononcer parce que c'est difficile à articuler, difficile, très long, mais pourtant c'est bien de le connaître. Rappelons que nous voulons bien instruire, mais nous voulons aussi éduquer. Éduquer passe également par la connaissance. Le hockey a le nom scientifique qui s'appelle, le nom du hockey, scientifiquement, c'est le myoclonie phrénoglottique. C'est le nom scientifique du hockey. Vous voyez que c'est compliqué. C'est mieux de rester sur le hockey. Restons sur le hockey. Oui. Le hockey est un dysfonctionnement du diaphragme suite à certaines habitudes anormales ou excessives que nous avons au quotidien sans nous rendre compte. Et là, le corps réagit pour se protéger ou alors pour alerter. Donc, c'est une maladie. Ça peut devenir une maladie. Ah, d'accord. Mais au préalable, c'est juste un dysfonctionnement une réaction ponctuel. Oui, justement. Vraiment ponctuel. Mais lorsque ce n'est pas réglé, lorsque l'habitude qui cause ça continue, alors nous pouvons nous trouver à un hockey chronique, parce qu'au départ, on appelle ça hockey bénin. Il peut devenir persistant, il peut devenir chronique, au point de signaler ici un problème réel. Qu'est-ce qui provoque le hockey? Très bien. De manière clinique, il est démontré que ceux qui ont des reflux gastriques sont ceux dont le terrain est favorable au hockey. Mais pas que. Parce que le reflux gastrique est déjà la conséquence d'une habitude anormale. Ce qui va causer le hockey, de manière générale, il y a l'alcool. Il y a un comédien camerounais que j'écoutais à l'époque, un soulage, son nom m'échappe. Et quand il parlait, il articulait ses paroles avec le... Casserole. Casserole, c'est lui exactement. Tu as une très bonne mémoire. Voyez-vous, lorsqu'on l'écoutait repousser le vent ou alors le gaz de cette façon, on sentait qu'il a beaucoup bu. Oui. Et généralement, lorsqu'on a beaucoup bu, ça va susciter le hockey. En fait, l'alcool de manière excessive va stimuler un certain nerf, ce qu'on va appeler le nerf frénétique, ou alors le nerf vague, qui vont démontrer, qui vont être alertés sur le fait qu'il y a une anomalie. Et en protection du corps, va bloquer les voies respiratoires et va contracter le muscle. Et en le faisant, on a donc le hockey. Ça veut dire que l'alcool, la non-mastication des aliments, ça veut dire vous mangez rapidement, très pressé, de manière brutale, cause le hockey. Ça, c'est le hockey bénin que je donne. Là, je donne les causes du hockey bénin. Et on va également constater qu'un fou rire, on rit aux éclats, de manière brusque. Effectivement, on peut avoir le hockey. Donc, il y a des émotions, il y a le stress aussi qui peut donner le hockey. Il y a des gens qui sont stressés, ils ont le hockey. Donc voilà les causes d'ordre alimentaire et d'ordre des habitudes qui peuvent causer le hockey. Mais plus tard, la mauvaise alimentation, c'est-à-dire la mastication pas respectée, la boisson pas respectée, les boissons gazeuses à l'excès causant le hockey vont juste également causer également, et je rappelle que les reflux gastriques sont souvent aussi l'apanage de ceux qui ne mastiquent pas bien. Et c'est plus tard donc qu'on va se retrouver, si c'est chronique, le hockey peut être également un symptôme qui cache derrière un cancer. Nous avons les enfants, les bébés, les nourrissons qui souffrent très souvent du hockey. Chez eux, c'est provoqué par quoi? Parfois les émotions. Parce que chez les enfants. Oui, les enfants. D'ailleurs, les enfants communiquent plus avec les émotions. Oui. J'aime bien le dire, une maman qui est
en colère, qui est stressé, va stresser son enfant. D'accord. Naturellement, même sans le savoir. Oui. Parce que l'enfant perçoit les émotions de la maman. Le lait de la maman, lorsque la maman est stressée, le stress va susciter des hormones qui vont se retrouver dans le lait. L'enfant, en le prenant, ça va augmenter. Ça va également mettre l'enfant dans des conditions de stress et qui peut provoquer le hoquet. Donc voilà à peu près les causes chez le bébé qui peuvent causer le hoquet. Et maintenant, quand on souffre du hoquet, c'est un malaise qui très souvent est passager et on essaye de se débrouiller avec peut-être de l'eau. Chez les enfants, on a coutume de couper un fil pour le poser sur la tête, une partie de la tête. Est-ce que c'est une pratique qui a des effets, docteur Éric Hervé Sacfon? Malheureusement, non, ce sont des légendes. Ça n'a pas du tout d'effet. Ou le rapport entre un fil qu'on a coupé, on met sur les cheveux, et le rapport avec ce que je décris ici comme une contraction musculaire du diaphragme. Il n'y a vraiment pas de relation. Et ça semble souvent marcher, docteur. On va appeler ça l'effet placebo. Oui. C'est vraiment l'effet placebo. Ça n'a rien à voir sur le plan scientifique. Mais toutefois, le hoquet est très souvent passager, mais il peut être chronique. Le hoquet, normalement, à quel moment est-ce que le hoquet devient chronique? Très bonne question. Si jusqu'à 48 heures, le hoquet est bénin. D'accord. Après 48 heures de hoquet répété, vous devez consulter. D'accord. Et il devient chronique lorsqu'on va 2 jours, 1 mois d'affilée. Là, il devient chronique. Et quand il est chronique, généralement, il cache derrière un problème plus sérieux, parfois comme le cancer de l'œsophage. Mais rappelons que le hoquet peut durer aussi très long. D'ailleurs, on a un monsieur qui a fait 68 ans de hoquet. C'est la personne qui a le plus mis long avec hoquet dans le monde. Il s'appelle Charles Rousbaum. Mais là, ça apparaît de temps en temps pendant la journée. C'est pas de façon permanente pendant la journée. Vraiment, quand vous subissez le hoquet, même si ce n'est que 30 secondes, vous en souffrez. Ah oui, c'est vrai. Parce que même boire de l'eau devient difficile. Oui, bien sûr. Même parler devient difficile. Et dis-toi que si tu l'as ne serait-ce que 5 fois par jour pendant 68 ans, vraiment, c'est très problématique. Oui, c'est celui qui a mis le plus long avec le hoquet. 68 ans, c'est énorme quand même. Mais sinon, 2 jours, ça peut être bénin. Si vous faites des bonnes résolutions, vous prenez des bonnes habitudes, vous réglez ce qu'il y a à régler sur le plan alimentaire, sur le plan des boissons, vous pouvez le calmer. Mais si ça continue 2 semaines, 1 mois, consultez. Qu'est-ce qu'on prend donc concernant les boissons? Est-ce qu'on doit boire parce qu'on gargarise? Je ne sais pas si on dit se gargariser. On buvait de l'eau lorsqu'on souffrait du hoquet tout petit. On remuait cette eau dans la gorge et puis on avalait. C'était l'astuce utilisée par les parents pour qu'on puisse venir à bout du hoquet lorsqu'on était tout petit. Est-ce que c'est efficace? Comment est-ce qu'on doit faire pour guérir du hoquet? Il y a plusieurs astuces. Oui. Je vais commencer par l'astuce des parents dont tu as évoqué. Oui. Rappelons que lorsqu'il y a le hoquet, les orifices qui communiquent avec les voies respiratoires sont obstrués. Et c'est même d'ailleurs ça qui fait le bruit. Parce que l'orifice est obstrué, en même temps il y a le gaz qui sont en quantité. La propulsion du gaz et l'orifice fermé donne un bruit. Et cet orifice est appelé l'épiglotte qui est au fond de la gorge. Oui, en buvant de l'eau, en remuant de l'eau dans la bouche, essayant de l'avaler. Pour que l'eau soit avalée, il faudrait que l'épiglotte qui est au fond de la gorge soit ouvert. Et en ouvrant ça, il y a comme une décongestion de gaz qui peut calmer le hoquet. Mais c'est vraiment d'ordre ponctuel. Parce que derrière, le diaphragme peut encore se contracter et refermer aussitôt cet orifice-là. C'est vraiment ponctuel, ce n'est pas l'astuce la plus recommandée et la plus facile. Maintenant, il y a d'autres astuces. Et rappelons que c'est les nerfs phréniques qui vont contracter le muscle et qui vont obstruer les voies respiratoires. Maintenant, si on peut agir sur ces nerfs-là pour essayer de donner à l'aide aux nerfs que non, ça va, plus besoin de se mettre en alerte, ça va, ça a été résolu. Ça peut également, le nerf peut lâcher le muscle, décongestionner les voies respiratoires et régler ainsi le problème du hoquet. Et on peut exciter le nerf à se relâcher, à relâcher les muscles par exemple, il y a quelques astuces simples, en coupant la respiration. C'est-à-dire vous arrêtez de respirer pendant quelques minutes. Objectif, faire augmenter le dioxyde de carbone dans le sang et ainsi relâcher le muscle phrénique ou le nerf phrénique ou alors les nerfs vagues, et pour agir ainsi sur le diaphragme qui va se décongestionner et libérer les voies respiratoires. Il y a également de l'eau à une température froide que vous mettez sur la
détente au niveau du front qui va également relâcher ses nerfs et permettre au hockey de passer. Maintenant, il y a, ce que je dis, c'est les astuces qu'on fait à la maison. Il y a un médecin, c'est vrai que la science ne s'est pas beaucoup aventurée sur cette pathologie bénigne-là. Il y a un médecin assez fou qui a décidé de faire une étude sur ça et qui en 2006 a eu même un prix Nobel là-dessus pour démontrer comment est-ce qu'on peut agir sur le hockey de manière instantanée et le régler lorsque le hockey est bénin. Ce médecin se nomme, je veux le citer, Francis Fesmire. Mais une astuce bizarre. Oui. Très bizarre. Allons-y, docteur. Je veux quand même le dire. Quand vous parlez d'astuces bizarres, on peut déjà imaginer. Bon, allons-y. D'accord. Lui, il a démontré scientifiquement qu'en palpant l'orifice anal, le rectum, on peut agir sur le hockey. Et il a démontré scientifiquement, il a testé au moins sur un patient, ça a marché. Et en 2006 précisément, il a reçu un prix Nobel là pour tout ça. Pour démontrer que sur le plan scientifique, on peut avoir une action palliative et même bénéfique. En palpant ou en introduisant le doigt dans l'orifice anal ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça généralement la toucher rectale. D'accord. Palpant et introduisant généralement le doigt de manière tout doucement. Bon, chacun peut le faire sur son corps. Oui, bien sûr. Et on peut également l'appliquer sur des enfants parce que je m'apprêtais à vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de hockey chez les bébés. On peut l'appliquer sur les enfants, oui, puisque à la naissance, l'enfant peut déjà renvoyer les selles. On peut l'appliquer sur l'enfant. Ça, vraiment, je ne l'ai pas personnellement expérimenté. Je cite là les études d'un docteur qui, apparemment, le monde médical l'a adopté. Il lui a même donné un prix Nobel. C'est documenté. Mais moi, je ne recommanderais pas cela parce que pour les enfants que j'ai déjà pratiqué, j'ai d'autres astuces pour les enfants plus simples, moins contraignantes. Et c'est quoi ces astuces, docteur? L'astuce, par exemple, c'est avec le glaçon. D'accord. L'eau glacée. Congelé vraiment. Vous prenez un morceau de glaçon que vous mettez au niveau du nombril. À ce niveau, il va déconjectionner immédiatement toute la contraction du diaphragme. Il va libérer les voies respiratoires et le hockey s'arrête presque instantanément dans les 30 secondes qui suivent. D'accord. Ça marche presque à tous les coups. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je recommande. Maintenant, on peut citer bien... Les grandes personnes également peuvent utiliser l'astuce des glaçons. Tout à fait. Ça marche vraiment à tous les coups et pour tous les âges. Ça, c'est vraiment conseillé. Et c'est plus facile à faire, c'est accessible à tout le monde. Surtout. On n'a pas besoin de déshabiller quelqu'un pour le faire. Intéressant en ce qui concerne le hockey sur le plan des aliments. Docteur Éric Hervé Sacfon, est-ce qu'il y en a qui prédisposent au hockey ou alors il y en a qui peuvent nous permettre d'être à l'abri du hockey? La tempérance. Et c'est ce dont nous souffrons le plus à notre génération. Nous souffrons de l'intempérance. C'est-à-dire ne pas faire des choses comme ça se doit et quand ça se doit. L'homme est tellement intempérant aujourd'hui. Nous mangeons plus avec les yeux, dans le but de nous rassasier, dans le but de nous faire plaisir, mais très peu dans le but de donner à notre corps ce dont le corps a besoin réellement. Ici, quand je parle de la tempérance, je prends un conseil, Fifi, que nos parents nous avaient dit avant. Quand on a la bouche qui mange, ne parle pas. On ne parle pas quand on mange, tais-toi. Et pourtant, les gens aiment bien aller au restaurant, autour d'un plat, pour traiter les affaires. Parce que, disent-ils, c'est quand on mange bien que l'idée est... Mais il y avait du vrai dans ce que nos parents disaient. Lorsqu'on mange, lorsqu'on mastique, lorsqu'on parle, on augmente ici l'absorption du gaz. Pourtant, on ne devrait pas. Plus nous consommons de gaz, ou alors les aliments riches en gaz, l'augmentation du gaz étant à l'intérieur, augmentation de l'estomac, ça peut provoquer les hoquets derrière. Donc ici, on parle de la tempérance qui va consister à prendre la quantité suffisante d'aliments, prendre le temps de mastiquer. On ne devrait pas faire moins de 30 minutes à table. Il n'y a aucun repas qu'on doit manger moins de 30 minutes. Aucun. Or, aujourd'hui, les gens mangent en marchant. Bien sûr. Les gens mangent en courant. Les gens mangent... Quand vous passez 30 minutes, on estime que vous en faites un peu trop. Et lorsque vous êtes même un enfant, le parent vous dit que vous êtes en train de perdre le temps alors que vous avez d'autres choses à faire. L'étude est là. Ok, mais c'est une grosse erreur. Parce que vous ne pouvez réellement obtenir le bol alimentaire que lorsque vous donnez du temps à la mastication. Et lorsque vous avez bien mastiqué vos aliments, vous avez éliminé, Fifi,
presque 60 à 70% des causes du hoquet. Ou alors même des causes des reflux gastriques. Parce que les reflux gastriques cachent généralement, les hoquets cachent généralement les reflux gastriques. Or, le reflux gastrique est bien souvent dû à la mauvaise mastication des aliments et à la mauvaise habitude. Oui. Il faut également éviter de prendre des boissons gazeuses. Oui. Surtout lorsqu'on mange. Surtout. Pendant les repas. Ou des bières... Des vins aussi. Tout à fait. On a souvent des habitudes venues d'ailleurs et qui semblent être adoptées comme étant la norme. Pourtant, c'est une grosse erreur. On dit non, on mange, tu vois, avec une bouteille de vin à table. Laissez les habitudes des Blancs et qui ont également leurs problèmes là-bas. Ici, chez nous, et même dans la science alimentaire, on ne devrait prendre aucun liquide pendant qu'on mange. Même pas de l'eau? Même pas de l'eau. Même pas de l'eau pendant qu'on mange, je ne prends pas de l'eau. On boit de l'eau 30 minutes avant le repas, 30 minutes après le repas, mais jamais pendant le repas. Le seul liquide qui devrait permettre à glutiner les aliments, c'est la salive. Parce que dans la salive, il y a des sucs digestifs qui permettent la prédigestion des aliments que vous avez. Or, de l'eau n'a pas cela. Au contraire, l'eau dilue les sucs digestifs et empêche ici l'estomac à bien faire son travail, produisant un peu plus d'acide dans l'estomac, d'où l'acide qui vient souvent des reflux gastriques, produisant plus d'acide parce que l'acide a besoin d'être produit en grande quantité pour digérer l'aliment qui n'a pas été bien mastiqué. Or, c'est dans la mastication que les glandes salivaires produisent la salive ayant les sucs digestifs permettent une première digestion, empêchant ici l'estomac de produire l'acide gastrique, d'accord? Mais lorsque ce n'est pas bien mastiqué, effectivement, l'estomac est obligé, pour digérer les aliments, de produire un peu plus d'acide et on a ici plus tard des remontées gastriques et des douleurs qui viennent au niveau de l'œsophage. Donc, si nous mastiquons bien, si nous prenons du temps pour manger, en fait, on mange de manière consciente. C'est-à-dire, j'apprécie ce que je mange, je recherche le goût, je recherche la saveur de chaque aliment. Ainsi, je réduis ici jusqu'à 70% les causes du hoquet. Docteur Éric Hervé Sacfon, pour sortir de notre entretien de ce matin, qu'est-ce qui pourrait expliquer que des personnes qui parfois sont dans un état comateux fassent du hoquet de façon régulière? Je rappelle qu'un état comateux ne veut pas dire qu'on est mort. Oui. On peut ne pas manger, d'accord, mais on a des réactions émotionnelles, les hormones continuent à fonctionner. Oui. On peut être stressé pendant qu'on est dans un état comateux. Parce que je rappelle qu'il y a des médicaments qui vont agir sur les nerfs et le hoquet est suscité. C'est une réaction du nerf néphrénique dont j'ai parlé. Est-ce que ça ne veut pas dire que votre patient va mourir? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire que ses organes vitaux fonctionnent encore normalement. Oui. Ça veut dire que ses nerfs réagissent. Les nerfs peuvent stimuler le muscle qui réagit. En fait, il fonctionne normalement. D'ailleurs, que même quand on est mort, ce n'est pas la règle totale. Oui. Je vous l'ai dit la dernière fois, même les morts pètent. Oui. Jusqu'à ce que le mort ait atteint ce qu'on va appeler la rigidité cadavérique, il pète. Et la rigidité cadavérique vient généralement 3 jours après la mort. Oui. Ça veut dire que même 3 jours après la mort, vous pouvez retrouver un corps qui pète. Ça veut dire que le corps continue à être... Bien que la vie s'est arrêtée, il y a encore des gaz qui continuent à être expulsés. Parce que quand vous mourrez cède, il n'y a plus le battement dû au poumon, mais il y a le gaz au niveau de l'intestin. Ce gaz-là doit sortir, soit par le rectum, et soit par le hoquet, par le côté de la bouche. D'accord. Donc voilà, on peut être dans un état comateux et avoir le hoquet quand même. Oui. Comme on peut être mort et pété quand même. D'accord. Merci, docteur Éric Hervé Sacfon, de nous avoir édifié sur le hoquet. C'est vrai que c'est une pathologie bénigne ou un malaise qui de temps en temps peut arriver. Vous pouvez passer parfois 1 an sans en souffrir, c'est possible. Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on peut prévenir. Oui. Lorsque vous arrivez à gérer vos émotions, vous arrivez à gérer vos habitudes alimentaires, vous pouvez ne pas avoir le hoquet. Oui. Et vous arrivez à ne pas boire à l'excès les boissons gazeuses et la bière. Mais chez nous, c'est bien régulier parce que le taux d'alcoolémie au Cameroun, on sait que le Camerounais... Il est très élevé. Merci. Et dans les bars, généralement, on parle en buvant. En levant le coude. Ouais, merci, docteur. Je vous en prie, Fifi. Oui. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.